Robotmaker.com. Bonjour les amis. Pour ce troisième volet, nous allons aborder les postures. En réalité, les membres de la sonde vont s'animer, elle va bouger, mais grande différence par rapport au mouvement, elle va adopter des configurations, des morphologies particulières, mais globalement elle reste sur place. C'est la grande différence avec les mouvements où elle se déplace et où il faut prendre en compte les obstacles potentiels. En arrière-plan, on a le petit livret sur lequel, à la dernière page, nous avons les codes d'erreur. Actuellement, la console est en menu posture. La sonde est alimentée, enfin le processeur de la sonde est alimenté. On va demander l'activation de la posture G-Care posée au sol. Vous remarquerez qu'il ne s'est rien passé. En fait, sur la console, l'ordre 1 a été envoyé, c'est l'ordre qui correspond à la posture au sol. La sonde a réalisé le travail et elle a répondu OK. Mais il ne s'est rien passé. Et bien tout simplement parce que l'énergie de puissance n'est pas encore en service. Ce que je fais tout de suite. Un tout petit mouvement sur la sonde s'est produit. Pas grand chose. Ah bah tout simplement parce qu'elle était déjà en posture, G-Care posé au sol. Du reste, on peut redemander de poser G-Care au sol. Et là encore, on n'observe pas grand chose. Alors, G-Care posé au sol, et bien c'est tout simplement les jambes relevées de telle sorte que les sabots des griffes soient plus hauts que les sabots du bouclier. Et du coup, si vraiment on posait G-Care sur le sol, les sabots ne touchent pas. C'est une posture dans laquelle on soulage mécaniquement toutes les articulations. Pour comprendre la notion de posture, et bien maintenant, j'ai tourné le bouton, le capteur rotatif, le codeur rotatif, pour chercher la fonction configuration atterrissage. Bon, je dois tourner sur plusieurs crans parce que la fonction est assez loin. Configuration atterrissage, je valide l'option. Regardez, ça va se passer très très vite. Vous avez vu à quelle vitesse les moteurs ont réagi. C'est la particularité des servomoteurs. Ils sont extrêmement vifs, extrêmement énergiques, et en particulier, il y a des appels de courant considérables sur leur alimentation qui se fait en 6 volts, raison pour laquelle on a dû mettre des accumulateurs qui peuvent supporter de forts débits. Pour la suite de ces petites expériences, la sonde a été tournée de façon à ce que nous l'observions côté bâbord tout en voyant l'arrière. La configuration atterrissage, c'est une configuration où on dégage au maximum vers le haut les 4 membres de la sonde. Seul le bouclier devient proéminent, de telle sorte que, dans l'hypothèse du contact avec le sol, que l'impact ait le moins d'effet possible sur la sonde. Et bien maintenant, on va lui demander de passer en configuration atterrissage. Pardon, elle est en configuration atterrissage. On va lui demander de se poser sur le sol, de prendre la posture où elle sera posée au sol. Donc j'ai tourné le bouton, le codeur rotatif, pour avoir la fonction déposer G-Care et je valide sur oui. Vous avez peut-être entendu le bip d'erreur. Sur le pupitre, le petit flash, la petite LED rouge a flashé et la sonde retourne une erreur E7. Si on regarde le manuel d'exploitation de la sonde, l'erreur E7, la sonde n'est pas posée sur le sol. Eh bien, déposer G-Care, en fait, revient à la rendre en quelque sorte opérationnelle et ça suppose qu'elle se soit posée sur le sol. Or, si vous observez, en particulier ici,
le micro-contact détecte que la sonde n'est pas au sol. Donc, pour pouvoir valider cette fonction, il faut absolument que la sonde soit posée sur le sol. Pour pouvoir faire cette manipulation sonde posée sur le support particulier qui est ici, eh bien on va utiliser un simulateur de sol martien. Vous allez voir, c'est assez fantastique. Et bien voilà, le simulateur de sol martien, c'est ce petit bout de carton qui vient bloquer le micro-contact comme si la sonde était posée sur le sol. Avouez que même la NASA n'a pas un simulateur de sol martien aussi perfectionné. Alors on va valider déposer Jeker au sol. J'appuie sur la touche oui. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous n'avez peut-être pas eu le temps d'observer tout ce qui s'est passé. On va donc recommencer la manipulation et je vais commenter. Jeker a été replacée en configuration atterrissage. Elle est susceptible d'être posée sur le sol. Je vais donc valider à nouveau sur la console la fonction, ou plutôt c'est une fonction, ce n'est pas qu'une posture, la fonction déposer Jeker. La première étape consiste à placer tous les moteurs au neutre opérationnel. Puis elle va adopter la posture de repos. Puis elle se soulève. Et enfin, vous avez vu, ça gigote, là, les 4 membres gigotent. Là, on libère les efforts. Alors, libérer les efforts, en quoi ça consiste? Eh bien, vous allez remarquer, vous remarquerez très vite, que quand Jeker est posé, vraiment posé, qu'il n'y a pas le support qui est ici dessous, eh bien, les griffes peuvent avoir des frottements au niveau du sol, des déplacements latéraux. Et ces frottements entraînent sur les pièces mécaniques des efforts. Libérer les efforts consiste tout simplement, sans déplacer la sonde, de soulever une patte, la reposer, soulever l'autre patte, la reposer, et ainsi de suite sur les 4 pattes. En soulevant la patte, enfin la jambe, du sol et en la reposant, on libère ainsi les efforts. Nous allons recommencer maintenant ces manipulations, mais cette fois-ci, ça va être du véridique. La sonde sera vraiment posée sur le sol. Bien, Jeker est posé sur le sol martien. Ah, là c'est du vrai, hein, ça n'est plus le petit carton maintenant. Elle est en configuration atterrissage, les jambes sont sur le dessus. Sur la console, dans le menu des postures, on va valider à nouveau la fonction déposer Jeker. Après ces différents mouvements qui s'enchaînent les uns après les autres, Jeker est maintenant pleinement opérationnel. Chaque fois qu'on appuiera, quand on est dans le menu des postures, sur le petit contact du copteur rotatif, on libérera les efforts. C'est très rapide, hein, on n'a pas tellement le temps de voir ce qui se passe. Éventuellement, ça se voit peut-être un peu mieux sur la patte arrière qui est ici, où elle se soulève du sol, où ça se voit bien. Et là, donc, les efforts ont été libérés. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on enchaîne des mouvements, lorsqu'on enchaîne des postures, eh bien, il y a des dérapages qui se font sur le sol, et ce sont ces dérapages qui, par l'entremise de l'adhérence entre les sabots en caoutchouc, ce ne sont pas des roues, hein, ce sont des sabots en caoutchouc qui sont collés sur les tiges, il se crée du frottement, et ce frottement ou l'adhérence entraîne des efforts dans la mécanique. Vous voyez que de temps en temps il frétille, ce sont les servomoteurs qui détectent de très très légères différences entre la valeur de la consigne et la réalité et qui corrigent. Et de temps en temps, comme ça, on la voit un petit peu vibrer. Au fond, on voit ici le cordon ombilical qui amène l'énergie à la sonde. Je comprends pourquoi c'est si long de tourner un film. Chaque séquence, il faut remettre en place le décor. Ici, nous avons une vue plongeante sur la sonde, ce qui nous permettra de mieux appréhender la
la position ici des différents membres du petit animal mécanique. Parmi les différentes postures, il y a une posture fondamentale qui est le stable transversal, nous y reviendrons, mais il y a aussi une posture particulière qui est nommée stable raisonnable. On va activer cette posture. Alors, vous avez vu que la sonde a tourné, mais ça n'est pas voulu. C'est tout simplement que pour adopter cette posture, on fait tourner les jambes, mais on les soulève. Et comme la machine manque de rigidité, les sabots touchent légèrement le sol, ça crée du frottement, et ça peut entraîner, comme ça s'est passé ici, de la rotation parasite. Peu importe. La configuration stable raisonnable, c'est la configuration où on a un maximum de surface de sustentation au sol, c'est-à-dire la surface que l'on pourrait tracer en rejoignant les 4 sabots. Alors, raisonnable, tout simplement, on pourrait avoir une surface plus grande. Il suffirait par exemple d'écarter ici la griffe. Mais il faut aussi se dire que les efforts, plus vous écartez ici les griffes, plus la portée entre l'axe de rotation qui est ici et la position verticale, si vous voulez, du sabot augmente, et plus les efforts de flexion augmentent. Donc la posture stable transversale, c'est une posture où on a des efforts acceptables sur la mécanique et on a un maximum de stabilité, c'est-à-dire que en quelque sorte les 4 jambes sont ici à angle droit les unes des autres. On augmente au maximum la surface tout en conservant un bras de levier, si vous voulez, entre le pivot des hanches et les griffes raisonnable. Vous ne pouvez pas le voir puisque la console n'est pas sous vos yeux, mais la petite LED jaune clignote, imposant d'utiliser la touche fin pour sortir de cette posture. Ce que je vais faire maintenant. La technique consiste à replacer la sonde tranquillement sur le sol en étant sorti de cette posture stable raisonnable. Alors a priori, au point de vue opérationnel, la posture stable raisonnable, c'est celle qui doit être adoptée quand on veut une bonne stabilité et que la sonde se trouve par exemple sur un sol qui serait sur une pente, une légère pente. Nous allons adopter maintenant la posture dite stable transversale. On libère les efforts. Alors cette posture est particulière. Elle ressemble un peu à la posture stable raisonnable. La différence, c'est que maintenant les hanches sont pratiquement alignées. Ça donne à notre sonde une configuration relativement ramassée. Et c'est cette configuration particulière qui servira systématiquement de base de départ quand on voudra la faire déplacer. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, d'un côté ou de l'autre, en latéral, systématiquement, ou des rotations, systématiquement, la sonde sera replacée dans cette posture. Parmi les autres fonctionnalités possibles sur Gecker, sur la sonde Gecker, il y a la fonction hauteur maximale. A priori, c'est une fonction qui pourrait servir aux techniciens, à supposer qu'il y ait une caméra à bord qui permette de voir ce qui se passe devant la sonde. En soulevant au maximum la sonde, on pourrait éventuellement soit voir plus loin, soit voir au-dessus d'une bosse, d'un rocher qui serait face à la sonde. On va valider cette fonction hauteur maximale. Vous avez vu que avant de chercher d'aller en hauteur maximale, eh bien, la sonde a commencé par se poser au sol. La deuxième étape a consisté à ramener les sabots, alors qu'ils ne touchaient plus le sol, à la verticale ici des genoux. Et ensuite, par ce que j'appelle des mouvements coordonnés, on a modifié la géométrie de chaque jambe de telle sorte que les sabots descendent à la verticale.
Là, la sonde se trouve en hauteur maximale. La hauteur maximale est obtenue, vous l'avez compris, lorsque le tibia d'une part et la griffe d'autre part sont alignés et verticales. C'est une fonction avec des mouvements coordonnés pour ne pas engendrer trop de frottement au sol. Eh bien, ces mouvements doivent être coordonnés aussi pour quitter cette configuration. Raison pour laquelle la LED jaune clignote sur le pupitre et je vais appuyer sur fin. Par des mouvements coordonnés, eh bien la sonde a repris la posture stable transversale. Elle a tourné un peu, mais là la rotation, comme je vous l'expliquais, est due à des frottements parasites au niveau du sol, des frottements qui sont différentiels sur les différentes jambes, puisqu'elles fonctionnent pas forcément toutes en synchronisme. Bien entendu, avant de pouvoir exploiter Jeker sur Mars, il va falloir l'envoyer sur la planète rouge. Et pour l'envoyer, eh bien, il faut la placer sur la fusée. Vous avez tous reconnu ici une fusée Ariane. Oui, oui, ça saute aux yeux. Par contre, dans cette configuration, qui est la configuration stable transversale, la sonde occupe un volume beaucoup trop grand pour qu'elle puisse rentrer dans la coiffe qui se trouve tout au sommet de la fusée. Eh bien, il va falloir faire occuper à Jeker le minimum de volume dans l'espace. C'est la configuration décollage. Alors, je valide sur la console la configuration décollage. Vous avez probablement entendu le petit bip d'erreur. En fait, cette fonction ne peut être validée que si on est certain que la sonde se trouve sur son berceau. Et pour le vérifier, on vérifie que le contact qui se trouve donc à l'arrière et qui ici n'est pas visible, soit bien activé. Je vais donc réutiliser le petit morceau de carton pour faire croire qu'elle est vraiment posée sur le berceau et que le bouclier porte sur toute la surface. Et puis maintenant, je vais valider la fonction donc décollage. La sonde adopte vraiment une configuration très compacte. En fait, cette configuration est conçue de telle sorte que les jambes sont pratiquement à la limite de toucher ici le bouclier. En particulier, si je vous fais tourner ici la sonde pour vous la montrer dans une autre position, eh bien on voit particulièrement que les sabots sont très proches ici du support. Et entre autres, alors ça se voit peut-être pas trop, ici, on a le petit strap, le petit pont qui permet de valider la diode clignotante, qui ne clignote pas tout simplement parce que le strap a été sorti de la fonction active et a été décalé pour ne pas le perdre. Mais ce strap dépasse sur le côté et on voit très bien que la jambe ici est très près du strap. Et en définitive, cette configuration, sur tous les côtés de la sonde, on est très près partout du bouclier. Je vais vous montrer l'autre côté. On voit l'avant de la sonde. Regardez sur tribord, il n'y a pas beaucoup de place ici, entre la jambe et le bouclier. C'est la configuration de décollage. Et c'est dans cette configuration, une fois dans cette configuration, que la coiffe de protection aérodynamique serait mise en place pour préparer le tir. Eh bien, nous allons en rester là pour ce troisième volet. Dans le quatrième volet, eh bien, nous allons approcher les fonctions déplacement, les fonctions mouvement.